Salut tout le monde! Comme on l'a vu précédemment, en février-mars 2019, Twitter a fait chauffer les neurones des cerveaux les plus enthousiastes quant au projet de série d'Amazon Prime sur le monde de Tolkien, avec la publication de cartes dévoilant assez d'éléments pour faire naître des hypothèses quant à la période choisie comme décor de l'histoire, mais pas assez pour permettre d'émettre une conclusion fine, en tout cas pas pour des explorateurs débutants. Alors sortez les machettes, on va tâcher de débroussailler un peu tout ça. Générique. Après avoir explicité les défauts et les probables inspirations de ces cartes dans la vidéo précédente, on va procéder dans l'ordre et s'intéresser d'abord à la première carte publiée par Amazon. Là encore, si vous n'avez pas la vidéo 4.1 en tête, un petit rappel pourrait être utile. Mais avant cela, il y a encore une question fondamentale à éclaircir. En comparant la carte avec celle de Tolkien accompagnant le Seigneur des Anneaux, on constate qu'il manque un grand nombre de toponymes. Certains étant des constructions du 2e ou 3e âge, leur présence comme leur absence pourrait s'avérer être des indices précieux pour tenter de dater ces cartes, à condition que leur absence ne soit pas due à une toute autre raison. Or, il est également flagrant que ces cartes comportent des absences qui n'ont pas de lien avec la temporalité de la carte. Quelques exemples pour vous en convaincre ? Le Kalenarzon est une région administrative du Gondor, et le royaume est manifestement en place compte tenu de la présence de Minas Anor. Mais c'est aussi le cas de l'Anorien, l'Ithilien, le Lebenin ou le Belfalas, entre autres. Or, indiquer ce nom sans indiquer tous les autres dénote d'un déséquilibre de niveau d'information sur la carte. Idem pour les marais. Ninin Eilf est indiqué, mais pas Loic Ninglorion, par exemple. Et on retrouve le même souci pour les forêts et les collines. Certaines sont nommées et d'autres non. Les cartes étant manifestement porteuses d'une disparité de renseignements toponymiques, on ne peut pas savoir si l'absence d'un élément est significative de la période implicite de la carte, pour peu qu'il y en ait une, ou si elle tombe juste dans le cadre de ce déséquilibre d'information. Donc non, les cartes ne sont pas suffisamment rigoureuses pour que l'on puisse utiliser les absences des toponymes dans notre analyse. L'absence d'éléments géographiques peut également questionner la qualité de la carte. Par exemple, la première carte n'indique pas Erinvorn, prenant peut-être modèle sur la carte de 1953, alors que la carte de 1980, dessinée par Christopher et censée être plus complète et correcte que celle de 1953, affiche bel et bien cette forêt, se mettant ainsi en accord avec les textes du professeur. Et pour enfoncer le clou, la carte annotée de Baines retrouvée en 2015 montre que Christopher aurait pu aller plus loin dans l'implantation forestière de l'Enedwaith et de l'ouest du Gondor. Que peut-on en déduire ? Que cette carte annotée pourtant rendue célèbre au moment de sa découverte n'a pas spécialement été prise en compte, ni même celle que Christopher revendiquait pourtant comme meilleure. Et pourtant, on verra plus tard que l'aspect forestier de la seconde carte a sans doute fait l'objet d'une réflexion minutieuse. Il me semble dommage et peu consciencieux de n'avoir pas poursuivi dans cette voie. Mais ce manque de rigueur se retrouve également en Anorien. On y trouve le bois de Firien, absent des cartes de petite échelle de 1953 et 1980, mais présent sur celle du Gondor. Or, comme on le voit, le bois de Firien n'est pas la seule forêt de la Norienne. Pourtant, sur les cartes d'Amazon, nulle trace de la forêt du Druadan. Je ne vois pas ce qui pourrait expliquer ces absences, hormis, encore une fois, un manque de rigueur cartographique. En revanche, il est sans doute possible de s'appuyer sur les différences entre les deux cartes pour en déduire certaines choses concernant la deuxième au moins. En effet, il ne faut pas oublier le contexte de teasing de leur publication. À noter également que la mention d'un site sur une carte n'implique en rien son état de fonction. Une ville en ruine ou désertée peut tout à fait être indiquée et compte tenu des écueils que montrent déjà ces cartes, s'attendre à ce qu'une ville en ruine soit notée différemment d'une ville en fonction est utopiste. Mais si l'on veut essayer d'en tirer quelque chose, il va falloir supposer que l'on peut quand même un peu compter sur une certaine valeur cartographique informative et pas seulement artistique, même si, au vu des écueils déjà relevés, rien n'est moins sûr. À l'exception de 3 noms, tous les toponymes sont en Sindarin, y compris ceux qui sont pourtant plus connus sous leur nom anglais, comme l'Eisen, les montagnes brumeuses et les montagnes blanches. Il est donc légitime de se demander pourquoi les 3 toponymes réfractaires, Rand, Gundabad et Laurelin-Dorenan, ne sont pas en Sindarin. On peut avancer comme réponse pour Rand et Gundabad qu'on ne connaît pas la version Sindarin. Quant à Laurelin-Dorenan, c'est un nom quenya et il pourrait avoir son importance comme on va le voir plus loin.
Sur la carte, la cité des corsaires est remplacée par Umbar, qui est, rappelons-le, le nom de la région. La géographie de l'Umbar est assez vague car peu décrite dans les textes et les cartes des Tolkien, et souvent de manière ambiguë quant à ce que désignent précisément les termes Umbar et Haven, avec ou sans S. Pour les plus curieuses, on en a discuté sur le forum Tolkiendil, et il en est ressorti qu'à aucun moment le terme Umbar désigne clairement une ville de la région du même nom, et encore moins la cité des corsaires. Aussi, écrire Umbar à la place de City of the Corsairs me semble être aussi pertinent qu'un livre de David Day. Pour autant, ce changement maladroit dénote d'une volonté de ne pas mentionner la cité des corsaires telle qu'elle, ce qui est un indice possiblement exploitable pour déterminer le contexte historique de cette carte. À noter que les emplacements des 7 Palantiri font l'objet d'une mention sur cette carte. C'est juste une info en passant. La présence des villes Anno-Minas et Minas Anor, cités phares des royaumes en exil de l'Arnor et du Gondor, implique une période démarrant vers l'an 3320 du Deuxième Âge, c'est-à-dire après la submersion de Númenor. Or, après ce cataclysme, il n'y a plus vraiment de grandes modifications géologiques. Aussi va-t-on surtout s'appuyer sur les altérations dues aux enfants d'Eru pour affiner cet intervalle. À cette époque, la Moria, Mithland, Landair, Barad-dûr, Imladris et Pelargir sont déjà fondées. La mention du Calenardon termine la période possible de la carte à l'année 2510 du Troisième Âge, puisqu'elle est alors cédée aux Éocéodes et change de nom. Minas Anor devient Minas Tirith au moment où Minas Ithil est renommé en Minas Morgul suite à sa prise en 2002 du Troisième Âge. Mais ce changement de nom ne s'opère pas explicitement à une date donnée. On peut cependant estimer qu'en 2050, il est en vigueur, car Tolkien l'utilise à cette date pour la première fois dans sa chronologie. On peut donc réduire la limite supérieure de la période possible pour la carte à 2050 du Troisième Âge. Bon, ça, c'est globalement ce que tout le monde a pu déterminer, pour peu qu'elle s'y soit un petit peu intéressée. Pour réduire encore cette période de 2165 ans, il va falloir pénétrer sous les frondaisons. Et commençons par l'échancrure orientale de Mirkwood. Et vous allez voir que je ne dis pas Mirkwood par hasard. La forêt de la carte d'Amazon a la même taille que celle de la carte de 1953, censée dresser l'état de la région à la fin du Troisième Âge. Cette échancrure a été causée par les hommes du Nord lorsqu'elles vivaient près de ces frondaisons avant de devoir fuir la région à cause de l'invasion des Wind Riders en 1856 du Troisième Âge. Et peut-être même avait-elle été causée avant l'hiver de la Grande Peste en 1635 du Troisième Âge, car suite à l'épidémie, plus de la moitié de ce peuple avait succombé et il n'avait jamais vraiment retrouvé sa puissance d'antan avant l'invasion orientale. On peut donc estimer que la carte d'Amazon est postérieure à la période de prospérité de cette population. Et comme Sauron investit le sud de la forêt vers l'an 1000 du Troisième Âge, la forêt est déjà nommée Mirkwood. De l'autre côté de l'Anduin, le nom Lorien-Dorenan, utilisé pour nommer la Lorien, est en Quenya, et puisque le nom plus commun de cette forêt est en Sindarin comme le reste des toponymes de la carte, il est légitime de penser que ce choix n'est pas sans raison. Or, concernant la Lorienne, il semble que tous les noms tardifs étaient probablement dus à Galadriel elle-même, et Laurelin-Dorenan, la vallée de l'or chantant, que Fangorn mentionna au Hobbit comme étant le précédent nom, fait délibérément écho au nom de l'arbre d'or qui poussa au Valinor, pour lequel la langueur de Galadriel augmentait d'année en année. Le choix de ce nom semble donc sous-entendre que la carte dépeint une période où Galadriel vit en Lorienne. Or, au Troisième Âge, Galadriel devient la Dame de la Forêt en l'an 1981, suite à la disparition d'Amroth, le roi précédent. Il est donc légitime d'envisager que la forêt ne puisse se nommer Laurelin-Dorenan avant ce moment. Mais à cette même époque, la forêt de Fangorn s'étirait bien plus près de la Lorienne, et il fut même un temps où il n'y eut pas de frontière visible entre la Lorienne et la Fangorn, ce qui n'est pas le cas sur la carte. En espérant que les artistes aient pris ce détail en compte, cela signifierait que l'on peut repousser encore le début de la période. Mais je n'ai rien trouvé qui puisse servir de repère temporel précis quant à l'amenuisement de ces deux forêts. Aussi, je pense qu'on est arrivé au bout de ce que l'on pouvait déduire. C'est donc probablement une carte du Troisième Âge décrivant une période entre l'an 1981 et l'an 2050. 70 ans de battement. C'est plutôt pas mal compte tenu que nous étions partis sur une période de 2165 ans. Penchons-nous maintenant sur le remplacement du nom de la cité des corsaires. Cela n'apporte rien à notre problématique, mais c'est une analyse qui vous intéressera peut-être malgré tout. Depuis l'an 933 du Troisième Âge, la région de l'Umbar fait partie du royaume du Gondor. Mais lors de la guerre civile que connut le Gondor, les dirigeants rebelles sont finalement chassés du centre névralgique du royaume et ils fuient vers l'Umbar qui avait soutenu les opposants politiques pour y établir une forteresse.
La région se désolidarise alors du Gondor en 1448 du Troisième Âge et les rebelles sont désormais appelés les Corsaires. Mais ce territoire est de nouveau rattaché au Gondor en 1810 du Troisième Âge par la force. Rien ne dit explicitement que la cité des Corsaires date de la sécession de 1448, mais compte tenu du nom que les rebelles se donnent et le fait qu'ils y établissent une forteresse, il est plutôt raisonnable de le supposer. Dans ce cas, même si aucun texte de Tolkien connu à ce jour n'évoque l'idée, il est assez cohérent de penser que tant que l'Umbar est une province du Gondor, ses dirigeants n'acceptent pas de conserver au sein de leur administration un nom rappelant la dissension passée et le changent. Mais par la suite, l'Umbar est de nouveau perdu par le Gondor sans qu'il soit indiqué précisément quand, et sur la carte présente dans Le Seigneur des Anneaux, décrivant cette partie du monde au moment de la guerre de l'Anneau, le terme « cité des Corsaires » est explicite. On peut donc supposer que, dans ce cadre, les nouveaux maîtres de l'Umbar aient redonné le nom rebelle à la cité lors de leur reprise. Tout ça pour dire que je pense que la modification du nom de la cité des Corsaires sur cette carte dénote une volonté de considérer que l'Umbar est toujours dans le giron du Gondor à la période déterminée. Ce qui n'apporte malheureusement aucune information quant à la période qui a été définie pour cette carte, compte tenu de l'imprécision de la seconde perte de l'Umbar. Cette carte correspondrait donc aux alentours de l'an 2000 du Troisième Âge. Et si les communicants d'Amazon en sont conscients, on peut se demander quel intérêt il y a eu à nous la présenter puisque l'on sait désormais que la série se déroulera au Deuxième Âge. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire. La prochaine vidéo finira cette étude de cas en traitant de la seconde carte selon le même principe. Et si vous pensez que celle-ci vaut bien un applaudissement, Namarie, Akenavo!